Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bonjour et bienvenue à Horti et Culture. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1980 se tenait à Montréal les Floralies internationales, une exposition horticole intérieure et extérieure. Traditionnellement, l'exposition se tenait en Europe. Nous en étions donc les pionniers en Amérique. Mais dis-moi, Christian, que sont devenus ces sites depuis tout ce temps? Effectivement, Serge, ce site existe toujours. C'est le parc Jean-Drapeau qui en assure la gestion. Allons donc rencontrer les gens qui vont nous montrer comment ce site, évidemment par rapport au début, a évolué dans le temps. Mona Kirstedt, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur les anciens sites de Floralie International. Ta fonction ici, c'est quoi? Moi, je suis superviseur des espaces verts et milieux naturels. Donc, dans le fond, tout ce qui est vert. Tout ce qui est vert. Oui. T'as un beau jardin. J'ai un beau jardin. J'ai un bel espace de jeu. C'est ça. Alors, je le disais, on est sur l'ancien site des Floralies internationales. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ça, les Floralies internationales? Puis ça date de quelle année? Bien, ici, en Amérique du Nord, ça fait depuis 1980. Parce qu'avant ça, ça avait toujours été en Europe. On était les premiers, dans le fond, à recevoir. C'est une exposition et intérieure et extérieure. Ça se faisait toujours dans les pays européens, jamais en Amérique du Nord. Et on a un ministère de l'Agriculture, M. Caron, Ouais, Jean Caron, qui a eu l'idée de sortir sa main. Puis au départ, ça devait être à Québec, mais malheureusement, en faisant des recherches puis tout ça, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas les infrastructures pour les recevoir. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont discuté avec Pierre Bourque, qui dans le temps était directeur du Jardin botanique, ouais. à voir où pourraient être les endroits. Avec ça, le maire Jean Drapeau et tout ça. Puis on dit, ben l'île Sainte-Hélène serait un bel endroit pour recevoir les Floralies. Donc, la portion extérieure a été reçue par ici en 1980 et la portion intérieure qui était au mois de mai, juste avant, ça avait été au Vélodrome olympique. OK. On s'entend qu'ici, les infrastructures étaient déjà présentes. C'est l'ancien site d'Expo 67. Et voilà. Hein? Il y avait déjà des infrastructures, donc il s'agissait de mettre goût du jour. 40 pays qui étaient présents. Ça a été un gros événement, ça, ici. Ça a été super gros dans le sens que moi, je savais plus combien de pays, mais par contre, je sais que c'était une des premières fois que la Chine venait. Ouais. Donc, ça, c'était quand même à noter parce que d'habitude, ils étaient plus ou moins présents dans ces expositions-là. Et là, ils étaient présents cette année-là. Les Floralies, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait découvrir les fleurs, les plantes, l'aménagement paysager aux Québécois. Au même titre que l'Expo 67 a fait découvrir le monde, bien, les Floralies nous permettaient de sortir. On a eu les sociétés d'horticulture qui ont commencé à apparaître, le Ville et Village Fleuri, le concours qui commençait à apparaître. Donc, c'était quand même quelque chose qui était assez majeur. Bien, c'est parce que ça rendait, dans le fond, accessible l'horticulture, que c'était plus juste une niche. C'est monsieur, madame, tout le monde, ben on peut l'agrémenter. Puis ça découvrait aussi tout ce qui est les possibilités de tout le temps juste le bégonia ou les 3-4 plantes que nos grands-parents utilisaient dans le jardin. Souvent, c'était dans le jardin. Ça avait été utilisé. Le floral, anciennement, était beaucoup plus une question utile. Ouais. Que décorative. Tandis que là, ça devenait comme, oh non, non, c'est comme un fleuriste, là, c'est un décor, c'est un prolongement de notre cour vers la beauté de ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison. Ça. Là. Puis je pense que tu l'as bien mentionné aussi, tu sais, là, avant, on avait, tu sais, l'éternel lilas, la pivoine, puis le rosier, là. Mais là, on venait de découvrir à travers le monde, qui venait nous visiter, les aménagements paysagers, donc la composition des plantes, l'association des plantes, et qu'on pouvait le faire, même nous, avec la banlieue, dans notre petite maison, arriver à reproduire tout ça. Je pense aussi que c'est le précurseur de la découverte des textures de feuilles. Parce qu'anciennement, c'était des fleurs. Ce n'est que des fleurs, mais on s'entend que Mexique, entre autres, c'est beaucoup, beaucoup de plantes qui fait très peu de fleurs décoratives comme on était habitué, là. La grosse fleur rosier, justement, qui est très décorative, tandis qu'une fleur d'agave, c'est pas tant ça, la beauté. C'est plus son architecture. C'est l'architecture de comment elle est faite et tout ça. Comme le yucca, la même chose, là. Surtout que ça prend 7 à 8 ans avant qu'elle tombe en fleurs.
Donc, ça venait démontrer qu'avec des jeux de feuillage, on pouvait faire aussi beaucoup de choses au cours des saisons dans notre jardin à la maison. Les îles, souvent on entend parler, ah, c'est le circuit Gilles Villeneuve, ah, c'est le casino. Mais c'est plus que ça. Oui, parce que ça, c'est juste l'île Notre-Dame que tu viens de nommer. Et il y a toute une autre île qui s'appelle l'île Sainte-Hélène, qui est souvent peu découverte parce que justement, elle est entourée du circuit, elle est entourée de plein d'autres choses qui lui volent souvent la vedette. Et il faut être quand même curieux parce que c'est pas juste, ah, je suis allé au parc Jean-Drapeau puis je l'ai vu. Non, non, non. Faut fouiller puis c'est vraiment comme des petits boîtes de Pandore un petit peu partout dans le jardin. Des petits jardins secrets qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance. Il y a un canal avec de l'eau. Il y a plein de choses qui sont présentes, qui étaient construites évidemment pour l'Expo 67, qui sont restées là, donc les pavillons. Mais il y a des choses qui se sont ajoutées évidemment avec les Floralies. Oui, puis ce qui aide beaucoup, c'est qu'étant donné, nous, on a un gros volet mobilité. Donc, on incite les visiteurs à venir justement à pied, en vélo, parce que ça permet justement cette lenteur-là de découvrir les jardins, que quand on passe vite en auto pour aller voir le circuit, on manque tous ces petits trésors-là qui sont cachés. Ce que tu dis, prendre le temps. Oui. Prendre le temps. Puis, c'est des plantes, donc à chaque saison, on va découvrir quelque chose qui est nouveau. Il faut venir au moins, je vous dirais, 4 à 6 fois dans la saison, donc d'avril à octobre, puis même jusqu'à novembre, pour voir toutes les variétés. Puis même nous, les horticulteurs, ce qu'ils font, c'est qu'à l'automne, on fait des aménagements de paysages automnal. Donc, en dehors des plates-bandes, il va y avoir des aménagements là, pour l'automne. Qu'est-ce qui reste des Floralies? Il reste beaucoup plus qu'on pourrait penser, dans le sens que c'est sûr qu'il y a comme le Jardin du Mexique, présentement, il n'est plus là, mais toutes les plantes qui étaient utilisées du Jardin du Mexique sont partout. Les belles plantes tropicales, les belles agaves que vous voyez un peu partout dans les aménagements ailleurs, c'est de son ancêtre du jardin. Tous les jardins ont évolué. Fait que c'est sûr que si on y va dans l'idée de voir ce qui était il y a 40 ans, on n'aura pas ça. On va être déçus parce que c'est normal, c'est un tableau évolutif. Les plantes qui réussissaient bien il y a 40 ans ne réussissent plus nécessairement avec les changements climatiques, tout ça. Puis il y a 40 ans, monsieur de te couper, mais il y a 40 ans, c'est un show. Et voilà. C'est ça. Alors que là, on est plus on perdure dans le temps, c'est ça. Environnement durable, la continuité. Puis il y a eu beaucoup de développement. Là, dans les 20 dernières années, là, dans le temps, on avait des canissés blancs et roses. Maintenant, il y a à peu près toutes les couleurs sauf le bleu. Donc c'est ça. Fait qu'on le voit aussi au travers les jardins en gardant tout le temps la saveur Canada. T'sais, comme au Canada, tu n'auras pas de la grosse plante tropicale. C'est pas nécessairement ça. Québec, la même chose. Jardin du Québec a gardé une origine très, très pas très flashy. Par contre, on va aller en Angleterre, déjà en Angleterre, ils ont plus de couleurs. Ben oui. C'est beaucoup plus coloré. Italie, la même chose. C'est très coloré dans ces jardins-là parce que c'est leur saveur, c'est leur teinte du pays, là. Bien, si tu permets, on va aller découvrir justement un autre jardin. Parfait. C'était un magnifique événement. J'y ai d'ailleurs assisté. J'ai eu cette chance-là. Madame Kirsted va maintenant nous donner un aperçu un peu plus complet de toutes les initiatives de gestion et de conservation du site. Le parc Jean-Drapeau a des visées, évidemment, pour ce qui était autrefois les Floralies internationales. Toi, tu es ici depuis combien d'années? Ça va faire 1 an et demi. OK. Puis c'est quoi ta vision, là? Bien, dans le fond, moi, ma vision ressemble énormément à la nouvelle vision, dans le fond, du parc. On est très environnement durable. Depuis l'année passée, on est allé chercher la certification EVE, donc qui est une certification européenne qu'on est les seuls en Amérique du Nord à avoir. Puis c'est quoi, ça? Donc, ça touche 10 secteurs de l'environnement durable, parce que l'environnement durable, ça n'est pas que juste la verdure, c'est le social, c'est l'eau, c'est tous ces facteurs-là. Donc, on a des barèmes très particuliers à utiliser. Donc, c'est sûr que ça amène aussi une évolution des jardins qui avait déjà une tendance vers ça. L'exemple parfait et l'exemple de l'Angleterre, c'est qu'anciennement, c'était une roseraie. Et puis, si on n'utilise plus les pesticides, si on n'utilise plus d'engrais, ça s'apprête plus. Donc, le jardin a tout naturellement évolué vers plus comme une devanture anglaise qui était plus prairie-urbaine, vivace et ces choses-là. Et ça se pourrait même encore que le jardin de l'Angleterre évolue encore une deuxième fois parce qu'on va recevoir des structures de mosaïculture internationale à compter de l'année prochaine.
Et ça va être quelque part dans les Floralies et probablement l'Angleterre est visée par l'endroit. Ces structures-là, c'est des structures que vous avez fait l'acquisition puis qui vont être là maintenant en permanence. En permanence. En permanence. Donc, 2 structures, nous, de l'aide internationale, donc terre-mer et l'homme qui plantait des arbres, mais aussi 6 petites structures, nos 2 Y, qui vont être un peu partout dans le parc. L'emblème de Terre des Hommes. Et voilà. Okay. Toi, t'es pas tout seul, là? Non! Tu dois avoir une équipe dans ton grand jardin? Oui, on a une équipe. Dans le fond, moi, je suis la superviseure. J'ai 3 responsables parce qu'on répond 7 jours sur 7 aux demandes au niveau de l'horticulture. Et de ça, j'ai 33 jardiniers, mais cette année, j'en ai 34 parce que j'ai des gens aussi qui font des bébés. Donc, j'ai une fille en maternité. Donc, on est 34 jardiniers pendant la saison Pendant la saison végétative? Oui. Puis l'hiver, est-ce que tu as... Bien, j'imagine que tu dois avoir des serres pour être capable d'entretenir les plantes tropicales qui sont disposées un peu dans partout. le fond, la serre ici, les serres, ils servent seulement justement à la conservation de notre collection. On ne fait pas de production, donc j'ai une horticultrice qui est là tout l'hiver, mais une journée par semaine pour maintenir nos collections. Sinon, la grosse saison, nous, c'est pas mal de avril à novembre. Des fois, on va aller tirer jusqu'en décembre selon les demandes. Puis commencer aussi à préparer les demandes du circuit Gilles Villeneuve là, pour l'année suivante. L'année suivante, c'est ça. L'achat, tu sais, il y a des plantes à remplacer, il y a des plantes qui sont mortes, vous avez des plantes exceptionnelles, mais tu sais, à un moment donné, dans le réaménagement des sites, il faut faire l'acquisition de plantes. Oui. De quelle façon tu procèdes? Donc, nous, on va beaucoup chez les producteurs au lieu d'aller... On va beaucoup en gros. Il y a une portion aussi que c'est nous-mêmes qui va reproduire naturellement. Là, parce par division. Par division. Ouais. Donc, mais tout ce qui s'appelle plus arbustes, les choses arbustives, ça, on va aller chez les producteurs. On essaie toujours d'aller dans les producteurs les plus près de chez nous. Parce que certification web, on veut pas dépenser, c'est le transport. Donc, puis on essaie de regrouper nos achats aussi pour avoir 1 ou 2 achats maximum par année pour justement réduire notre empreinte écologique à ce niveau-là aussi. C'est ça le but aussi, puis encourager le local en même temps. C'est en plein ça. Puis on a même diminué beaucoup la quantité d'annuels face à ça. Donc, c'est très, très stratégique l'utilisation de plantes annuelles ici. Ça va être dans des endroits locatifs, des choses comme ça. Mais sinon, on y va beaucoup avec du vivace ou des choses qui peuvent perdurer. La tendance, c'est maintenant la gestion différenciée des espaces verts. On s'en va de plus en plus vers ça, là, diminuer du gazon, puis laisser une certaine végétation libre, mais pas abandonnée, on va bien dire libre, contrôlée. Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant à installer ici au parc? Elle est déjà installée. On est à faire plusieurs. Elle a été installée de cette façon-là, à laisser aller. Maintenant, on essaie de la mettre un peu plus structurée. Ouais. Donc, on est à faire justement plusieurs essais à l'espace 67 et sur le chemin McDonald à faire des prairies urbaines avec des mélanges déjà faits ou des mélanges qu'on a fait faire. Et on essaie aussi de faire une nouvelle, dans les nouvelles recherches, c'est de faire de la complexification des paysages, qui veut dire qu'au lieu d'avoir des grands espaces gazonnés, c'est d'avoir différentes couches de verdure pour aider pour les îlots de chaleur. Fait qu'on a déjà ça là qui a commencé cette année, les projets d'essai justement pour faire ça. Puis ça allait dans la même direction que nous, on va faire des tests de chaleur. Ouais. Donc ça va être vraiment dans cet alignement-là, donc de voir est-ce qu'il y a une différence dans la complexification. Parce que, tu sais, on a le site de la biosphère qui est ici sur les îles, évidemment qui prône toute l'approche écologique environnementale. C'est quoi pour toi le futur d'ici 10 ans? C'est sûr que ça va être de plus en plus d'aller vers de la vivace arbustive, mais encore là, de la vivace arbustive qui est fait à la sécheresse, à des grands écarts. Ouais. Parce qu'on le voit là, de plus en plus, les épisodes d'énormément de pluie, mais après ça, une grosse sécheresse. Donc, c'est d'aller avec des plantes qui vont aller être capables d'avoir ces deux extrêmes-là. De s'adapter. Et voilà. Et voilà. Peut-être que le Xeriscape va être une avenue. On n'a pas beaucoup à part les agaves, on n'a pas vraiment d'aménagement Xeriscape. Fait que ça va être des choses à aller essayer. Xeriscape, pour les téléspectateurs, c'est manque presque pas d'eau. Qui demande zéro, dans le fond. C'est, en règle générale, ça va être fait, ils appellent ça Xeriscape parce que c'est sans eau. Xérophyte, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est d'essayer d'avoir des aménagements qu'on ne touche pas, qui vont être même des fois très peu de terre. Donc, les gens qui veulent visiter, là, qui veulent revenir, revoir le site, qui veulent visiter toute cette belle végétation, de quelle façon ils peuvent procéder? Sur le site d'Internet, vous allez tout avoir. Il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez ici, quand vous arrivez par
par le métro à l'espace 67. Il y a notre nouveau pavillon d'information, là, ça vaut la peine. Il est tout rénové d'aller les bon, ouais, visiter. c'est ça. Puis eux vont être les meilleurs pour vous identifier à quel endroit vous pouvez aller selon vos besoins. Bien, merci beaucoup pour l'accueil. C'est moi qui vous remercie. Passez une belle journée. Bonne saison. Merci. Les Floralies marquèrent le début d'une collaboration internationale qui nous a permis de développer et de profiter aujourd'hui de ces magnifiques jardins. Mais pour l'instant, répondons, vous dire, à quelques questions, vous dire, fondamentales en horticulture. Comment choisir un arbre en pépinière? Hey, Carl! Salut! Allô? Hey, on est à la pépinière Villeneuve, puis t'es là! Ben oui, Hey, que c'est donc bien le fun! Je vais m'acheter des arbres. Je pense que t'es la meilleure personne pour m'aider. je l'espère. Je vais m'acheter un érable. Là, j'ai un érable devant moi. Oui. Il est-tu correct? Ben, la première chose que tu devrais observer sur ton érable, en fait, c'est la masse foliaire, le système racinaire, la cime, grosso modo. OK. On peut sortir l'arbre de son pot pour garder sa masse Si racinaire. physiquement c'est faisable, Ouais. oui. Puis idéalement, on ne devrait pas avoir un système racinaire qui spiralise, donc qui tourne Ouais, en c'est rond. ça. Donc, une Ça belle serait un masse signe de racinaire. Exactement. Les racines blanches. Des racines blanches. OK. Là, j'ai un tronc. Puis Qu'est-ce qui est important sur Ouais, mon c'est tronc? ça, là. Bien, en fait, premièrement, ça serait de vérifier comme il faut la structure du tronc et toutes les potentielles branches qui ont été là et qui ont été supprimées Oui, ouais. et potentiellement qui n'auraient pas dû l'être. OK. OK? L'arbre, en fait, doit grossir du tronc parce que l'arbre étant structuré sur une organisation architecturale polyarchique, donc il va systématiquement fourcher. Ouais. OK? Ça veut dire qu'à l'âge adulte, étant jeune, il a besoin de beaucoup de branches pour faire grossir son tronc. Ouais. OK? Pour la stabilité. On l'avait dit, hein, le tire-sève. Exactement. On en voit un ici, là. Moi, Oui. là, j'aurais tendance à arracher ça, là, cette Bien, affaire-là. en fait, c'est comme je te dis, l'arbre, qu'est-ce qu'il a fait ici? C'est qu'il a fait une compensation. OK. Donc, il manque de masse foliaire. OK? Ce qu'il est en train de faire, c'est une réitération, un réitérat. Ouais. En fait, c'est communément appelé un gourmand. OK, ouais. OK? Ouais. C'est qu'il est en train d'essayer de restructurer un nouvel arbre. OK. Donc, c'est un symptôme visuel que l'arbre, soit il y a une problématique minérale, une problématique de construction, ou justement, il y a eu un élagage trop sévère et il doit se restructurer à cette partie-là spécifiquement. Je le garde-tu? Moi, je le garderais. Pour la bonne attirer. raison que l'arbre en a besoin. OK. OK? L'arbre, il n'invente pas des branches pour Pour rien. rien. Il y a une organisation très importante. Puis je le garde jusqu'à quand? Bien là, ce qui est important, là, c'est que quand que la fourche naturelle va se faire, Ouais. là, ici, on va en parler tantôt, là, mais quand que la fourche, donc maîtresse, va se créer sur l'érable, donc dès que le bourgeon apical va mourir et va laisser la place à deux bourgeons axillaires de prendre la fourche, là, on peut tranquillement commencer à enlever les branches du bois et monter légèrement. Pour remonter la cime. Exactement. OK. Là, je le regarde, lui. Tu sais, il y a comme une espèce de petit wave, là. Puis j'ai des côtés qui n'ont pas de branches, des côtés qui ont des branches. Probablement que ça a été enlevé parce qu'elle était brisée, quoi que ce soit. Exact. Bon, faut-tu que je coupe ça? Bon, idéalement, comme je disais tantôt, ça, c'est encore un réitérat, c'est un gourmand. OK. On le laisse, l'arbre compense. OK. Il y a ce besoin-là. OK, si on continue à regarder comme il faut, il y a des petites blessures, bien éventuellement, l'arbre, pour l'instant, le bois est sec, pas pourri, pas de champignons pour l'instant. On touche Là, ce qui pas. est important, c'est la masse foliaire. OK. Dès que ça commence à aller mal, là, de toute façon, on va mourir tout seul. Ouais. OK? Puis ça ne sera pas un problème majeur pour l'arbre. L'arbre, il va l'éliminer éventuellement par lui-même Ça va donner s'il est sec. conséquemment plus C'est ça. problématique. Mais vous pouvez l'enlever. OK. Tout à fait. OK. Fait que là, il faut vraiment suivre la croissance de notre arbre, là. Tout Il à faut fait, à toujours le l'œil. suivre à l'œil. Là, la cime s'en va un peu comme ça. Faut-tu mettre un tuteur pour l'attirer ou il va se replacer naturellement? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tronc va se construire de trois façons qu'on va voir aussi sur le prochain arbre. Donc, il y a trois types de construction en solo. Un tronc, on parle de montée, disons, à relais et montée inclinée. OK. C'est une montée à relais, c'est-à-dire que l'arbre va pousser et à un moment donné, la tête va s'incliner pour laisser la place à un bourgeon latéral à continuer à monter et ainsi de suite. OK. Lors de la construction du tronc. Quand il va être rendu à la fourche, là, c'est deux bourgeons latéraux qui vont prendre le relais OK. et vont construire deux nouveaux troncs. OK. C'est plus compliqué qu'on pense, un arbre. Hein? C'est beaucoup plus Ah, compliqué c'est plus qu'on compliqué pense. qu'on arbre. Fait que là, si on regarde, dans ce cas-là, là, les téléspectateurs ne le voient pas, mais il n'y a pas de l'air d'avoir de fourche. Non, parce qu'elle a été éliminée. OK. Probablement que c'est soit elle a été brisée, soit on a voulu que l'arbre continue en Mais- hauteur, mais techniquement, on ne devrait pas toucher Mais il n'y a la fourche. pas, justement, les gens disent ah, il y a une fourche, il y a deux têtes. On va en couper une pour en garder une. Pas du tout. Mais il ne faudrait pas faire ça. Non, parce que c'est un arbre à construction génétiquement programmée, polyarchique. Hein, on vient toujours à la ramure, Toujours la la couronne, fourche, la fourche. grosseur de la... C'est Exactement. naturel, puis il faut la conserver. Tout à fait. OK. Là, on va aller voir un autre arbre. Exact. Ici? OK. Là, on s'en va voir
un fèvier, un glédicia, c'est souvent planté, ça. OK? Oui. Parce que ben, il est léger, c'est beau, c'est intéressant. C'est un inermis, donc il n'y a pas d'épines, parce qu'habituellement, ça peut avoir des épines, ces choses-là. On voit que la construction de l'arbre, au point de vue de son feuillage, n'est pas le même. Pas tout à fait, exactement. Est-ce que la suite logique que ce que tu nous as expliqué, là, c'est la même chose? Bon, c'est la même chose, et même, je vais vous l'expliquer sur les branches. OK, vas-y. Idéalement, on n'aurait pas... Étant donné qu'un arbre, ça a besoin d'une biomécanique pour se tenir debout, il faut absolument... Puis ce qui est les angiospermes, pardon, donc les érables, toutes les feuillus, au Québec spécifiquement, ont ce qu'on appelle un bois de réaction de tension. Donc, ils réagissent à retenir la branche par le haut, mécaniquement. C'est comme leurs muscles à nous autres, les tendeurs. Exactement, c'est le même principe. Chose, Les autres, ils tirent dessus pour la tenir droite. OK. Donc, si j'enlève toutes les branches et les feuilles sur le dessus de la branche, elle s'affaiblit. Parce que la lignine qui est produite à partir des sucres de la feuille vont être plus concentrées ici que là. Puis c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. On veut un cône OK. résistant, plus épais à l'ancrage. Pour soutenir Exactement. ta branche. Fait que le fait d'enlever tout ça, ça affaiblit ta partie qui est à ici. fait. Puis là, bien, ta branche, maintenant, va casser. Elle va casser. Elle va casser carrément. Il faut juste concevoir le fait. Là, l'arbre, la branche est jeune et même par lui-même, éventuellement, l'arbre les éliminerait en forêt. Ouais. Dans un milieu ouvert, il va les garder. OK. Elles sont favorisées par le soleil en tant que tel. C'est ça. OK? Donc, elles vont prendre une dominance. C'est ce qui est en train de se passer. On voit la tête est droite. Ouais. On voit cette branche-là a une tendance à être plus droite Ouais. comparativement à celle-là ici qui est plus couchée. Bien, elle est en train de prendre une certaine dominance Puis éventuellement. on s'aperçoit qu'il n'y a pas de tête si elle a été coupée. Parce là. qu'elle a été coupée. C'est ça. Ce qui est arrivé, c'est ici, l'arbre probablement qui a fait un relais OK. dû à sa construction de son tronc. Mais on pensait qu'il fourchait. Ben, Donc, c'est on pas- a éliminé la OK, fourche. Mais voilà. c'était pas une fourche. Ben, c'est pas une fourche. C'était une des deux parties de la fourche temporaire. C'était pour se coucher branche et l'autre continuer tronc. OK. C'est plus compliqué que je pensais. Hein? Oui, tout à fait. Donc, des interventions c'est ça. à proposer. Là. Ouais, c'est ça. Enlever ce qui est mort. OK. OK? Ce qui est mort, On coupe- ce qui est malade, On coupe atteint. trop, hein? Beaucoup trop. OK, on coupe trop. Oui. Puis, il faut penser qu'on peut couper plus tard. Ben oui. Tu sais, si on veut... Parce que là, on dit, ah, mais il y a des branches dans ma face, et ainsi de suite. On peut la conserver, puis plus tard, quand la structure de l'arbre va être bien balancée dans la partie Exactement. supérieure, là, on pourrait élaguer la Tout partie à du fait. bas, Faire là, rappel à un élagueur pour l'intervention. C'est ça. Donc- Jeune, on devrait le moins possible enlever d'organes. pour la laisser pousser. Pour la laisser pousser. C'est ça, puis pour être capable que l'arbre, avec ses sucres, dépose son sucre à la bonne place pour faire le bon bois, les bonnes choses, des bonnes charges portantes. C'est un être qui a déjà... Il sait où est-ce qu'il s'en va. là. C'est génétiquement C'est ça. programmé. Il Ça sait ce fait qui s'en va. au-dessus de 150 millions et plus pour les feuillus. OK. La différence entre un arbre, là, tu sais, qui est comme ça, là, tout léger, là, puis on va parler des érables, là, des feuilles plus gros, des catalpas, ou Oui. tu sais, des affaires à... Je devais-tu avoir un arbre qui est léger? C'est-tu mieux pour l'environnement, la santé? C'est ou- sûr, plus la masse foliaire est dense, plus la feuille est grosse. Il ne faut pas trop faire de sélection nécessairement, typiquement, suite à une phyllotaxie, à une forme de feuille, etc. Sauf que ça fait plus de canopée, plus d'ombrage. On devrait commencer du moins par ça. OK. Bon, ben merci pour les informations. Mais il n'y a pas que des feuillus qu'il faut savoir choisir. Qu'en est-il maintenant des conifères? Carl, je vais m'acheter un conifère. OK? On est Oui. en face de conifères. Dans les centres de jardin, en moyenne, là, un arbre comme ça vaut quand même 500 $. Oui, tout à Je fait. choisis quoi, là? Bien, premièrement, l'idée principale, c'est de comprendre c'est quoi l'architecture d'un conifère en soi. OK. Au Québec, en région tempérée, l'architecture d'un conifère est ce qu'on appelle, bien, à la base pour la construction du jeune tronc, monopode. Donc, en fait, il n'est pas polyarchique, mais il est hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a un bourgeon qui va dominer toute la construction. Donc, une de ligne l'ensemble. droite qui le fait monter. C'est ça. Exactement. OK. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a un tronc. S'il y en a plusieurs à un moment donné, c'est un défaut. OK. C'est une problématique qui risque d'avoir une conséquence biomécanique, donc une chute. Ces plusieurs troncs-là, c'est soit parce que la tête a cassé. Souvent, c'est une compensation. C'est ça. OK? Sauf que le conifère ne fourche pas. Il va réitérer de façon apicale, donc en reproduisant d'autres troncs. À un moment donné, le support ne se fait plus. OK, c'est ça. Le pied ne supporte pas la tête. Exactement. Premièrement, il faut surveiller le système racinaire. Bon, là, c'est assez difficile à dire, il est empaqueté. Tout ça, on peut juste vérifier au moins si le système racinaire n'est pas trop enterré
à la base, OK? OK. Parce que ça serait idéal d'enlever quand même une petite couche lors de la plantation, si c'est le cas, parce que déjà, il risque d'avoir un étouffement du système racinaire. OK. Très important. Deuxième chose, on va vérifier l'ensemble de l'embranchement, la distribution des branches, surtout les rehaussements de couronne. Plus il y a de branches basses pour un jeune arbre, mieux que c'est. On en a déjà parlé, ça nourrit, le feuillage nourrit le tronc, l'organe précédent. Effectivement. Donc, pour qu'il grossisse et que l'arbre puisse prendre des hauteurs et être biomécaniquement stable. OK. On surveille beaucoup aussi le bourgeon apical collinaire, donc c'est le bourgeon en bout de tronc. La tête, là. La tête, elle ne doit idéalement jamais être coupée. À moins qu'il y ait eu une mortalité, on a dû l'enlever. L'arbre va essayer de se restructurer. Mais le fait de la couper, c'est on vient de couper le méristème. Le méristème, c'est tout ce qui produit. C'est les cellules génératrices. Exactement. C'est ça. Donc, c'est un peu les cellules souches, entre parenthèses, qui vont continuer à produire l'arbre. Si on coupe ça, on vient de couper le programme architectural de l'arbre. Il va falloir qu'il compense pendant un certain temps. Fait que là, c'est pour ça qu'on voit les branches de côté qui reprennent puis celle qui est le plus haut, la dominance apicale. Exactement. Bien, l'arbre va prendre cette tendance-là, Tout puis il à va fait. monter. Puis on va voir que les premières branches qui vont s'installer sur la nouvelle dominance sont très longues. Ouais. Donc, indirectement, à la base de notre conifère, les branches devraient être toujours plus longues. Donc, il refait un tronc en haut. Toujours. C'est pas ça qu'on veut. C'est ce qu'on appelle un réitéra. C'est Lui essaie de survivre et de reproduire son architecture. OK. Mais mécaniquement, ça peut être une problématique. OK. Bien là, on en a 3, là. Lequel choisit, là? OK. Bien, entre les choix, bon, premièrement, lui, il est au stade de croissance jeune. OK. Lui est encore au stade de croissance jeune. Lui est déjà adulte. Comment je fais pour dire ça? Ouais, ben oui. Bien, déjà, il est en production fruitière. Ah, ben oui, il y a des cônes. OK? Donc, l'âge jeune, à la fin de l'âge jeune, il peut y avoir une floraison, ce qui n'est pas le cas pour un conifère, mais il peut y avoir la production, en fait, de l'organe sexuel, mais pas une production fruitière. Dès qu'il tombe à l'âge adulte, oui. OK. Déjà là, on le sait. OK. Donc, il est déjà dans un mode de fonctionnement différent de ceux-là. Il va-tu grossir plus que ça? Beaucoup. OK. Énorme. Là, il faut comprendre qu'un arbre, ça devient très gros. Ouais. Dépendamment des essences, si c'est des nanas ou... Donc, c'est important, ça, là, quand on va le planter, qu'il y ait de la place pour pouvoir grandir. L'espace est super important. Ça se transplote pas comme on veut, là. Non, pas du tout, ça se transplante pas. Puis quand ils sont éloignés, par exemple, des endroits qu'on pense qu'on devrait les mettre proches, par exemple, on les plante souvent proches des maisons. Ouais. On se dit, ah mon Dieu, il va être sécurisé. Il est tout ça. cute. Mais il est cute, il est bien installé, mais dans 150 ans, il va avoir l'air de quoi? C'est ça. Un arbre, ça vit jusqu'à 300, entre 125 et 350 Puis on ans. le voit dans les vieux quartiers domiciliaires, souvent les épinettes bleues, là. Ils sont rendus dans la maison, là. Exactement. Elles sont très belles. Oui, tout à Sauf fait. que là, ils commencent à créer des problèmes à la maison parce qu'ils sont trop proches, puis ainsi de suite. Fait que donc, les gens sont obligés d'intervenir. C'est ça. Puis souvent, les interventions, ben, à l'âge où ce que l'arbre a, il subira. Il va mal le subir et ça va créer éventuellement son décès. OK. Donc, si on revient à nos arbres, lui, il est intéressant. Entre celui-là et celui-là, lequel choisirait? Parce que c'est le même. Pour revenir mâle, au sujet du choix, en fait, on favorise les branches les plus longues. Ouais. Donc, entre les trois, je n'aurais à choisir un. Lui, il a quand même une bonne dominance apicale. OK. Donc, son bourgeon terminal est bien installé, il s'est bien développé. Il y a eu des interventions au niveau de la taille latérale, mais pendant qu'il construit son tronc, c'est moins grave que l'intervention directement sur le bourgeon terminal. OK. Donc, si je conclus, ce qui est important de regarder, c'est la tête en premier, parce que c'est une ligne droite, un conifère. Après ça, ses branches en périphérie, s'ils sont bien structurées. Exact. L'importance d'avoir des branches au bas pour permettre la croissance latérale du tronc. Exactement. Puis là, je suis en business. Exactement. Et de l'espace pour votre système racinaire. Et voilà. Merci. Merci. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'il vous reste encore plusieurs beaux jardins à visiter. Alors, encore une fois, merci à nos invités et leurs collaborateurs. Et à la semaine prochaine. À toutes et à tous, bon jardinage.